Salut Pascal. Salut Younes, comment vas-tu? Écoute, très bien, merci. Toujours aussi élégant, ça fait plaisir. Merci. Donc on voit maintenant qu'on a de plus en plus d'auditeurs. Tu sors le blazer, Sure. le I'm grande upping classe. my game. Bah, en tout cas, j'ai le plaisir de t'avoir. Aujourd'hui, c'est une session un peu particulière. C'est pas une session dans laquelle on va commenter l'actualité. On va plus vous donner des tips sur comment transformer et pourquoi transformer son business à l'ère de l'IA et augmenter son chiffre d'affaires. Pourquoi on fait ça? Bah parce que nous, notre but et le but de cette chaîne, c'est aussi de pouvoir démocratiser l'accès à Mhm. l'information, mais aussi à vous aider à développer votre business, que ce soit un entrepreneur ou une entreprise un peu plus grande. Ce qui est cool, c'est qu'on a pas mal d'expérience dedans et surtout toi, Pascal, tu l'as déjà fait avec plusieurs clients et ça marche plutôt bien. Donc, on va vous donner pas mal d'éléments, pas mal de tuyaux. Mhm. Si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter. On mettra les liens, tout ça en description. Et Mhm. Pascal, pour ceux qui ne te connaissent pas, ça serait cool que tu te présentes un peu plus dans le détail, surtout sur ton parcours professionnel, afin Mais qu'on ait tous les éléments. avec grand plaisir. Donc moi, je suis sorti de l'EPFL en 98, donc ça date un peu, mais c'était la révolution précédente. C'était Internet qui était en train de sortir de terre et de gagner en importance. Alors j'ai travaillé comme ingénieur, j'ai travaillé chez Logitech pendant une petite dizaine d'années, où j'ai fait de nombreux produits. J'ai beaucoup participé à la manière dont l'entreprise innovait. C'était passionnant, j'ai beaucoup appris. J'ai aussi beaucoup travaillé à l'international. Après, j'ai dirigé Winbiz, où on a mis en place en fait la digitalisation d'une entreprise qui vendait déjà du software, mais qui méritait d'être un peu dynamisée et modernisée. Et puis maintenant, j'ai lancé une entreprise qui connaît un super succès qui s'appelle EliteBrain.ai, qui en fait aide les entreprises existantes à se digitaliser, faire des économies, donc augmenter son efficacité en embrassant la digitalisation, l'intelligence artificielle et aussi à innover. Donc en fait, j'utilise des choses que j'ai fait vraiment comme patron d'entreprise ou comme contributeur à des grandes sociétés technologiques pour réellement avoir un impact rapide. Donc en général, ça marche assez bien. Et puis, il y a beaucoup, beaucoup de demandes parce que les gens comprennent bien qu'en fait, le monde est en train de changer très rapidement. Euh, je dirais la plupart des gens le comprennent. Quelqu'un comme Eric Schmidt, qui a été le patron de Google pendant quand même assez longtemps et qui en a fait l'entreprise hyper dominante qu'elle est, il, il ne parle que de l'IA, il n'investit que dans l'IA et c'est pas pour rien. C'est qu'il a bien compris que ça allait changer le monde, que c'était en train de changer le monde. Et je pense que la plupart des entrepreneurs ou des dirigeants d'entreprises pour qui je travaille ou que j'ai rencontrés, ils sentent bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Le problème, c'est qu'il faut passer d'une intuition ou d'un sentiment à quelque chose qui existe. Et souvent, quand on dirige une entreprise, en fait, le quotidien, ce sont des ennuis les uns derrière les autres à gérer en file indienne, hein. On n'a pas tellement le temps de lever la tête du guidon. Et tout l'art, en fait, de digitaliser une entreprise ou d'embrasser l'IA, c'est comment on fait pour continuer à délivrer les services ou les produits qu'on fait au quotidien et qui payent le gaz, qui payent les factures, mais moderniser en même temps. Donc, c'est un peu ça qu'on fait. Puis c'est vrai que c'est bon art parce que ça permet d'aller assez vite. Et tu as écrit aussi, donc tu fais partie d'un collectif Manufacture Thinking, Ouais. justement qui font des publications une fois par année, il me semble. Mhm. Toi, tu en as fait une cette année sur les agents IA et je vous recommande ce bouquin. Donc, vous pouvez lire l'article de Pascal et de Delphine Sétier, secrétaire d'Alpine City, justement, qui se sont penchés sur les agents IA. Et vu que tu as la partie théorique et la partie pratique, c'est ce qu'on va couvrir aujourd'hui. Mhm. Donc, peut-être les auditeurs, vous en avez déjà entendu parler des agents IA, peut-être pas. Donc, ça serait peut-être intéressant que tu nous donnes Alors, une définition ou ta définition avant de ouais. rentrer dans le vif du sujet.
Alors, peut-être juste pour revenir sur Manufacture Thinking, ça a été fondé par Xavier Comtesse, qui est ancien consul à Boston. Xavier Comtesse, c'est la personne qui a fondé les ambassades technologiques suisses, SwissNext. Sauf erreur de ma part, il y en a une au Japon, en Inde, en Chine probablement, deux aux États-Unis, San Francisco et Boston. Donc, ça a été un grand serviteur de l'État. Et il a amené de l'innovation dans de la diplomatie. Donc, on peut lui rendre hommage pour ça. Puis là, j'ai le plaisir de contribuer à l'écriture de ces ouvrages. En fait, on en publie un par année, mais c'est vraiment un collectif. En fait, c'est un ensemble de gens qui se réunissent pour réfléchir à une thématique. Alors, l'année précédente, le livre s'appelait Prompt Future Thinking, où on a vraiment gaugé dans cet avènement de l'IA pour essayer de comprendre comment ça allait influencer le business. Et puis, l'ouvrage de cette année, il est plus spécifique sur la manufacture et les usines. On essaie de réfléchir à ce que c'était que l'usine de demain. Et puis, effectivement, moi, j'ai collaboré pour l'écriture de cet article sur les agents IA, ce qui est toujours intéressant parce qu'en fait, quand on écrit, c'est une autre manière de réfléchir. Hein. On réfléchit avec ses doigts. C'est Michel Serres qui disait qu'écrire, c'était un acte physique, et c'est vrai. Donc, en fait, on est obligé de repenser ces choses-là. Alors, peut-être juste quelques définitions. On parle tout le temps d'intelligence artificielle. Alors, définir l'intelligence, qu'elle soit humaine ou artificielle, c'est déjà délicat. Je ne pense pas que ce soit quelque chose de très facile à faire, mais intuitivement, on comprend tous ce que ça signifie, faire des liens, avoir des nouvelles idées, comprendre, etc. L'intelligence artificielle, c'est réellement un outil. Pour les auditeurs qui nous écoutent, si vous ne l'avez pas déjà fait, interrompez la vidéo et allez sur ChatGPT, faites-vous un compte et essayez. Il y a une version gratuite, il faut vraiment essayer. Mais c'est un outil, c'est un peu comme un stylo. En fait, un stylo, si on le pose sur une table, il ne se passe pas grand-chose. Si c'est un très beau stylo, c'est un peu prestige, mais si c'est un bic, moi j'adore les bics, excellent stylo, pas cher, formidable. Tu peux en avoir des poignées entières et les perdre, mais c'est vrai, c'est réellement un outil. Donc en fait, si tu le mets pas en route, il ne se passe rien. Alors les outils, ce qu'on a l'IA, ce qu'on met derrière l'IA, parce qu'il y en a des tas de sortes, mais ce dont on parle aujourd'hui, ce sont les LLM, Large Language Model, qui sont des intelligences, des outils qui ont deux caractéristiques. La première, c'est qu'on peut s'adresser à eux avec nos mots. Ça veut dire qu'on peut parler à ChatGPT en lui disant « Donne-moi une recette de poulet à la provençale ». Et puis, les LLM, d'une manière un peu bizarre, ils stockent l'ensemble des connaissances du monde. Ça veut dire qu'ils ont des connaissances médicales, ils ont des connaissances culinaires, ils ont des connaissances sur l'ingénierie des ponts et chaussées, etc., etc. Ils sont tout domaine. Donc, une espèce de chose un peu bêta qui stocke énormément de connaissances et à laquelle on peut s'adresser avec nos mots. D'ailleurs, ChatGPT, il a une interface vocale. On peut lui parler. D'accord? Donc, on lui dit, ah, ChatGPT, est-ce que tu peux me renseigner sur tel et tel sujet? Mais ChatGPT, il faut le voir comme un outil, comme un stylo. C'est un truc qui ne fait rien par lui-même et puis qui répond aux questions qu'on lui pose. OK. Maintenant, ce dont on va parler dont on parle depuis quelques mois, mais dont on va parler énormément dans les 12-18 mois qui viennent, c'est l'avènement des agents IA. Alors, un agent, c'est quoi? Si on se réfère à la vie normale, on pense agent de police, agent immobilier. Qu'est-ce que j'avais noté comme exemple? Un conseiller financier, hein, un agent financier. Donc, en fait, un agent, dans la vie qu'on mène toutes et tous, c'est quelqu'un à qui on confie une mission. Un agent immobilier, on va lui dire bonjour monsieur, bonjour Younes, je ne sais pas si tu es dans l'immobilier, je ne crois pas, mais imaginons, reconversion professionnelle. Salut Younes, d'Ivoire, je voudrais acquérir un appartement de 4 pièces dans telle et telle région, qu'est-ce que tu en penses? J'ai tel budget. Puis toi, tu vas mettre en lien mon désir, qui est formulé sous forme de mots, que je cherche tel et tel appartement, mais peut-être qu'il pourrait y avoir une pièce de plus, une pièce de moins, ça pourrait être une maison, etc., etc. Si c'est moins cher, c'est mieux. Donc ça, on ne se le dit pas, mais tu le comprends. Puis toi, tu analyses mon désir et puis tu vas regarder en fait les opportunités qui s'offrent. Un agent IA, il faut le voir en fait comme un stagiaire
s'il est un peu pas très malin ou comme un super agent immobilier, à qui on va confier deux choses. Premièrement, une mission. Ça veut dire, l'agent immobilier, on va lui dire, bah, trouve-moi une maison ou un appartement. L'agent financier, on va lui dire, je sais pas, voilà, tiens, je te donne 1000 balles, il faut les investir sur les marchés. Hein, ça, c'est quelque chose qui existe. Bah, peu ou prou, c'est en train d'être remplacé par des agents IA à qui on confie deux choses. Un, une mission. On lui dit, ben, fais fructifier cet argent ou trouve-moi un appartement ou etc., etc. Et on lui donne des possibilités d'agir sur le monde. Typiquement, un agent qui fait des investissements, il faut le laisser acheter et vendre des actions. D'accord? Alors, ça fait un peu flipper. On se dit, waouh, est-ce que je vais confier ça à une machine? Ben, voilà. Alors, il faut quand même voir que ça existe depuis longtemps. Hein. Les agents dans la finance, c'est utilisé depuis longtemps. En 2010, il y avait eu un crack boursier aux États-Unis où tout d'un coup, le Dow, donc un des indices boursiers, il a connu une chute absolument brutale parce qu'en fait, il y avait déjà des agents digitaux, on va les appeler comme ça, qui ont décidé, suivant certains critères, que moi je ne connais pas, mais des critères assez élaborés, dans telle et telle condition de marché, s'il se passe ceci, ceci et cela, alors vous vendez. S'il se passe ceci, cela, vous achetez. D'accord? Donc, ils font du trading. Et donc, la notion d'agent, en fait, elle est ancienne. Elle existe chez les gens, chez les hommes, et elle existe dans le digital, notamment dans la finance. Vas-y. Et je discutais avec un ami qui travaille justement dans une assurance et ils sont en train de discuter de ces agents IA, d'utiliser l'IA et tout. Puis lui, pour vraiment vulgariser la chose, il l'appelait le Jarvis, enfin, Jarvis, l'assistant de Iron Man. Après, Ouais. pour ceux qui connaissent pas, on pourrait imaginer, enfin, est-ce que si tu es d'accord avec moi, ça serait un peu le Alfred de Batman, ou vraiment Ouais. pour les plus Mais anciens, le Bernardo de Zorro. Mais il faut faire attention parce que si tu veux, ce qui marche bien avec l'IA, c'est Jarvis ou l'assistant personnel, c'est une espèce de tout-agent. C'est un agent qui peut tout. Il sait tout faire. Euh, bon, on n'y est pas encore. Hein. Ce qui fonctionne beaucoup mieux, en tout cas dans les entreprises, dans mon expérience, c'est des choses qui sont plus précises, plus aiguës, plus pointues. Et en fait, si on prend une IA qui a accès au logage et aux connaissances du monde, et puis qu'on lui donne une mission qui est très précise, alors ils deviennent performants. Typiquement, ce que les traders font, ils disent, bon, ben voilà, toi, tu vas m'acheter et me vendre des actions hyper vite en fonction de tel et tel critère. Avec les années qui passent, évidemment que tous les grands fonds d'investissement, BlackRock et consorts, ils investissent des sommes colossales pour avoir de meilleurs agents parce qu'il y a beaucoup d'argent à gagner. L'agent d'assurance, c'est évident. Moi, je travaille aussi dans ce domaine. Il y a une foulitude de services qu'un assureur digital peut rendre aux clients. D'accord? Ce qu'il faut voir, c'est que souvent, l'agent d'assurance digitale, c'est un peu le endgame. C'est-à-dire que c'est vraiment une grosse innovation. Ça va faire évoluer le business model. Ça change beaucoup de choses. Et souvent, moi, ce que je fais avec les clients, c'est que je commence par permettre aux entreprises de faire des économies. D'accord? Donc, si on digitalise des processus qui sont répétitifs, lents, ennuyeux, qui en général, d'ailleurs, on kikine les collaborateurs, on gagne en efficacité. Parce que si tu arrives dans une entreprise puis tu dis, les mecs, il n'y a pas de problème, on va mettre au point des agents d'assurance digitaux. Qu'est-ce qui se passe dans le cœur des gens? Ils se disent, bon, ben super, je vais perdre mon job ou je vais devoir contribuer à un projet en plus du fait que je dois vendre des assurances au jour le jour. Donc, c'est la double peine. Tu dois contribuer à un projet qui va te faire perdre ton boulot et c'est en plus. Donc, ça ne marche pas bien. Et ce qui fonctionne beaucoup, beaucoup mieux, c'est comme fait Simon Sinek, il définit toujours le why, le how et le what. D'accord? Pourquoi une entreprise existe, comment elle fait pour avoir un avantage compétitif et qu'est-ce qu'elle livre aux clients. Et moi, je commence toujours par le what. Qu'est-ce que vous faites? Je passe une journée avec le client, je regarde ce qu'ils font et je regarde ce qui leur prend du temps. Et puis, connaissant bien ces métiers de la digitalisation, on prend un truc et puis on dit, bon, ben là, on peut économiser 1 heure par jour, 2 heures par jour, 3 heures par jour. On le met en place. Du coup,
l'ensemble des employés en général assez contents parce qu'en fait, ils gagnent du temps, ils reprennent un peu leurs esprits et ils gagnent du souffle. Hein, c'est en général agréable. Et si on commence par gagner en efficacité, en général, l'entreprise est plutôt contente parce que soit ils ont plus de sous à la fin de l'année, ce qui leur permet d'investir ou de distribuer des dividendes. C'est rare qu'un entrepreneur il se dise ah bah zut, on va diminuer nos coûts. C'est en général plutôt une bonne nouvelle. Et du coup, ça met en place un cercle positif, une dynamique positive. Et puis, une fois qu'on a commencé à faire des gains d'efficacité, on peut commencer à innover, d'abord de manière incrémentale, c'est le how, c'est comment est-ce qu'on fournit nos services, comment est-ce qu'on fait pour être plus compétitif, et ensuite le why, ça veut dire qu'on peut faire évoluer en fait ce à quoi l'entreprise se dédie. D'accord? Mais ça, c'est beaucoup plus intense et plus fondamental. Donc, dans une assurance, je ne commencerai pas par faire un agent IA ultra sophistiqué qui va discuter en direct avec le client, lui proposer des contrats signés pour l'assureur. Ça, c'est un peu wild. Il y a des étapes intermédiaires et c'est souvent ça que j'aide les clients à faire. C'est-à-dire, il y a l'idée en fait qu'il faut digitaliser, et utiliser l'IA et mettre en place des agents. La question, c'est où, dans quel ordre, à quel rythme, pour quel bénéfice, pour quel coût. Parce que ça coûte évidemment quelques sous pour le faire, et puis surtout d'être capable d'aller vite. Ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est sur l'adoption, en fait. C'est que, évidemment, tu as cette approche un peu bottom-up où tu vas regarder quel process tu peux améliorer, où tu peux gagner du temps. Mais il y a aussi l'aspect culture de la boîte, en fait. Tu as beaucoup de personnes, et c'est normal, qui sont résistantes au changement et qui ne voient pas forcément ça d'un bon œil. Maintenant, tu leur fais gagner 1 à 2 heures par jour et je trouve que c'est quelque chose, peut-être même un peu plus, hein, ça, même beaucoup plus des fois. Ouais, beaucoup plus, ouais. Mais est-ce qu'à un moment donné, on peut se dire que, on parlait d'assurance, on peut parler de fiduciaire ou n'importe quelle boîte qui est dans le service tertiaire, c'est qu'à un moment donné, tu as cette adoption qui doit se faire bottom-up. Ça doit venir aussi de la direction parce que c'est eux qui vont mettre les choses en place. Mais à un moment donné, tu te dis, moi, je suis dans ce domaine. Typiquement, voilà, une fiduciaire, imaginons, je suis dans la comptabilité. Il y a une boîte qui va utiliser l'IA, qui va faire les efforts, qui va développer ses agents IA et qui va avoir une monstre accélération dans la livraison de ces services. Et tu en as qui vont encore en train de se dire, est-ce que j'utilise, est-ce que c'est une bonne chose? Donc, je pense que c'est important de dire aussi qu'il faut avoir cette adoption, mais à un moment donné, il y a aussi c'est peut-être un peu rude ce que je vais dire, mais ce changement de mindset, ce mindset shift au niveau des employés qui, si vous n'utilisez pas ça, on va perdre en compétitivité et ça peut être la fin de la boîte parce que ça va tellement vite. Ces agents IA, ils peuvent faire tellement de choses que si on ne les adopte pas, dans peut-être 18, 24 mois, 3 ans, on est out of business. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Là, entièrement, je dirais le fait qu'une boîte soit out of business, nous, comme on est entrepreneur, on est sensibilisé à la chose. Mais quand tu es employé, je ne veux pas dire que ce n'est pas ton problème, mais c'est moins ton problème. Ce n'est pas ta boîte. Donc, en fait, à la fin du mois, ton salaire est payé, puis plus personne ne se doit rien. C'est normal. Donc, c'est une vision à court terme. Ouais, je ne suis pas sûr que l'employé, il peut changer de boîte. En fait, il va aller travailler ailleurs. Mais maintenant, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'une boîte qui aujourd'hui ne se digitalise pas, elle va peut-être perdre des employés et surtout les meilleurs, parce que les gens qui ont un bon profil, qui vont pouvoir changer, qui auront des options, ils vont certainement donner la préférence à une entreprise qui est plus dynamique et qui se réinvente. Alors, la clé, c'est une transition digitale, tu ne peux pas la faire sans les gens. Ça ne fonctionne simplement pas. C'est beaucoup trop brutal, ça marche pas, donc il faut les embarquer parce qu'il y a aussi le savoir-faire, il est quand même chez les gens, mais il y a beaucoup de processus à digitaliser et le vrai truc, c'est de fabriquer des outils qui rendent réellement service aux gens pour le business d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on fait un business, on fabrique tel produit, on va le faire avec
plus efficacement, de manière plus agréable, en se prenant moins la tête. Ça, en général, quand tu es employé dans une boîte, si tu as une meilleure chaise de bureau, un meilleur bureau, une meilleure souris, un meilleur écran, tu es content. Ben, c'est ça, en fait, qu'on fait, mais simplement au niveau des processus. Et imagine, par exemple, une boîte dans laquelle tu gagnes, allez, facilement 2 heures par jour, si tu es dans le tertiaire, fiduciaire, assurance, etc. Bon, si tout le monde économise 2 heures par jour, qu'est-ce qu'avait fait Google à l'époque? Maintenant, ils ont arrêté, mais les gens avaient un jour par semaine où ils pouvaient travailler sur des projets d'innovation. Pourquoi Google a fait ça? Tout le monde a envie de faire de l'innovation. Personne ne te dit « Ah non, moi, l'innovation, vous savez, ça ne m'intéresse pas. Je préfère… Non, 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 c'est vraiment pas… » Tout le monde veut faire ça, mais c'est très difficile. Et il faut avoir des ressources pour payer ce jour où tu ne travailles pas pour livrer le service que tu es censé livrer. C'est vraiment un luxe. Donc, de commencer par être plus efficace, ça résout 2 problèmes. Un, ça libère des ressources financières, temporelles pour pouvoir peut-être innover. Et 2, ça fait en général plaisir aux gens parce que la plupart des gens, si tu leur donnes de meilleurs outils, eh ben, ils sont contents. Et tu le fais avec eux. C'est-à-dire que tu regardes. Moi, je te dis, je passe une journée, je regarde en fait ce qui prend du temps. Et dans ce qui prend du temps, je prends le plus gros et le plus facile à digitaliser et clac, on le fait. Comme ça va vite, c'est pas trop cher. Du coup, les employés sont contents parce qu'ils gagnent en efficacité, ça libère du temps. Et en parallèle, en général, avec le chef d'entreprise ou le board, ça dépend de la taille de l'entreprise, on développe un plan à long terme. Typiquement, avec un assureur, on va réfléchir à la pertinence de mettre en place un agent IA qui pourrait directement dialoguer avec le client, etc., etc. Si tu fais ça, il y a tout un aspect stratégique qui est très important. Ça peut avoir un impact sur le modèle d'affaires. Pour prendre un exemple concret, si on pense par exemple à une société on ne dit pas un bureau d'avocat, une étude. Une étude, Hein, ouais. on aurait 10 avocats chevronnés dans différents domaines. Bon, bah aujourd'hui, si tu as besoin des services d'un avocat, tu vas leur envoyer un email, ils vont regarder un dossier, tu vas aller les voir, ils vont t'écouter. Tu as toute une paperasserie pour la mise en route de cette affaire qui est longue. D'accord? Mais on pourrait parfaitement imaginer un agent IA avocat qui serait fourni par cette entreprise. Donc, tu vas sur Internet, tu vas sur leur site Internet, tu commences à chatter, tu te fais un compte, puis tu discutes avec cet agent IA, puis du coup, tu vas fournir tous les papiers qui sont nécessaires pour régler ton cas. Et puis, l'idée, c'est pas du tout de confier à cet agent IA l'entièreté de la représentation d'un client, pas du tout. Mais c'est toute la récolte des documents. Ah, si vous êtes dans tel et tel cas, alors il faut que j'ai, je sais pas, tel papier, tel document, etc., etc. L'agent peut se charger de faire déjà un bon bout de ce travail. Et si d'aventure, donc le coût pour l'entreprise d'avocat pour l'étude, il est quasi nul. Mais si d'aventure, comme client, je désire me faire représenter par Younes, alors dans ce cas-là, tu as déjà tous mes papiers, tout mon dossier, toute une pré-analyse faite par l'IA. Puis évidemment que si c'est quelque chose d'un peu où il y a beaucoup d'émotions, beaucoup d'enjeux, des enjeux financiers ou autres, alors bien entendu qu'on va avoir une discussion et puis que moi, je vais m'adresser à mon avocat, la personne qui me représente, pour savoir s'il y a lieu d'adopter telle et telle stratégie. Mais toi, tu vas économiser beaucoup de temps en tant qu'avocat parce que tu auras déjà toute une synthèse en fait de mon souhait. D'accord? Donc, il faut le voir en fait comme dans le cas en fait d'une étude d'avocat, en fait, un agent IA, c'est une espèce de stagiaire payé 20 $ par mois, donc pas cher, hein, qui peut parler à 1000 clients en même temps et puis qui te prépare les dossiers. D'accord? Déjà, rien que ça, c'est un truc de fou. Donc, souvent, ce que je fais, c'est, dans une étude d'avocat, par exemple, c'est, OK, quel outil on va pouvoir vous donner pour gagner en efficacité? Ça, c'est assez rapide. C'est de l'ordre de quelques semaines, quelques mois. Donc, en fait, les gens sont contents, ils récupèrent un peu leur souffle. Et puis, en parallèle avec la direction ou les partenaires, de développer une vision qui signifie, mais qu'est-ce que ça va être notre business à l'ère de l'IA? Puis comme ça, on combine un gain en efficacité immédiat avec une vision à long terme. Puis c'est ça qui permet de guider en fait l'évolution et la digitalisation d'une entreprise.
Du côté pratique, cet agent IA, jusqu'où tu peux lui faire confiance en fait? Le taux d'erreur, est-ce qu'il est Ça dépend. plus grand ou plus petit qu'un humain ferait? On voit en termes de gain de temps, mais si tu dois tout recontrôler derrière, comme des fois tu as sur ChatGPT qui Hein. hallucine, est-ce que ouais, t'aurais quoi comme taux à peu près de pourcentage? C'est extrêmement dépendant du domaine. Par exemple, dans le trading, en fait, il y a des agents de partout, hein. Il y a de l'IA de partout, c'est programmes informatiques qui prennent des tas de décisions et puis les humains, ils font des analyses méta et puis ils donnent des guidelines, mais c'est beaucoup les robots qui s'en occupent. Euh, il y a des domaines où tu peux confier, par exemple dans la médecine, si c'est la radiologie. Moi, je conseille à tous les auditeurs de bien demander aux radiologues de se faire assister par une IA. Je ne vois pas ce qu'il y a à y perdre, n'est-ce pas? C'est Ouais. simplement un outil qui aide à la décision. La clinique Mayo aux États-Unis où Rick Schmidt il est présent, ils sont à fond sur l'IA parce que ça, ce qui va probablement arriver, c'est que tout l'aspect diagnostic en médecine, il va être géré par des IA. C'est ça qui va venir. Donc, c'est évidemment bien qu'à la fin, il y ait un humain qui a été formé qui valide la décision. Ça, j'ai pas de problème. Et puis un médecin, le care, c'est aussi parler aux gens, leur expliquer quel est le diagnostic, quelles sont les conséquences, absorber les émotions, etc. Et imaginer différentes options de traitement. Mais s'il faut analyser des tas de données, il y a pas de doute pour moi que l'IA va gagner, c'est certain. Si tant est qu'on ait des données digitales à la base, c'est pour ça que ça marche bien en radiologie. Mais ça dépend vraiment des domaines. Il y a des domaines où c'est simplement un complément, un assistant, quelque chose qui va aller récolter des données. Là, dans le domaine que je donnais par rapport aux avocats, je pense qu'on est très très loin de pouvoir confier à un agent IA avocat de nous représenter, d'accord? D'écrire au juge, je sais pas moi, de faire un deal en notre nom. Ça, moi, peut-être que ça adviendra un jour, mais à mon avis, c'est quand même beaucoup trop tôt. Il faut vraiment laisser ça à un humain parce qu'il y a un aspect de confiance et de bon sens humain. Mais par contre, en ce qui concerne l'examen de la jurisprudence, la récolte des données, la mise en place des dossiers, si on pense par exemple à une déclaration d'impôt, pour faire une déclaration d'impôt, il faut toute une série de papiers divers et variés. D'accord? Alors, bon, bah, ça dépend de la situation de chacun. Des fois, c'est très simple, c'est la même chose chaque année. Des fois, c'est plus complexe. Ben, une IA bien entraînée pour la récolte des documents liés aux déclarations fiscales, elle peut vraiment faire ce boulot préparatoire. D'accord? Après, elle peut faire le boulot préparatoire de pré-remplir cette déclaration en suggérant une approche. Je pense qu'il est encore un peu tôt pour déléguer à l'IA le fait qu'elle va signer ta déclaration. Ça, moi, je le ferai pas. Parce que après, c'est quand même ta responsabilité. C'est mieux soit, évidemment, soi-même de tout recontrôler, de tout regarder, ou alors de confier ça à quelqu'un dont c'est le métier, quelqu'un qui travaille dans une fiduciaire ou un professionnel un fiscaliste. Mais je dirais, avec la maturité de ces IA, on pourra leur déléguer de plus en plus de choses. C'est ça qui est en train de se passer. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que ça rebat les cartes, en fait, hein. Parce que pour une petite PME qui est en difficulté, tu vois, qui doit vraiment compter ses sous et puis qui ne peut pas embaucher beaucoup d'employés comme des grands groupes, hein. On sait que voilà, dans des grandes boîtes, bah, tu as souvent un employé, effectivement, qui va travailler au maximum 3 à 4 heures par jour, hein. Mais là, une petite boîte, eh ben, justement, elle va pouvoir décupler ses équipes avec, je sais pas, enfin, en mettant en place ses agents IA et puis t'es 3 dans ta boîte et puis avec les agents IA, c'est comme si tu es 50 ou 100, quoi. Ouais. Donc, alors, il y a les agents IA à qui on peut déléguer des tâches, des missions et des droits, mais il y a aussi, par exemple, le petit agent IA que je t'avais envoyé pour faire des shorts de nos vidéos. ouais, En fait, ça très, fait très gagner utile. Peut-être tu peux expliquer le processus, ce que c'est de faire le montage des shorts et puis pourquoi ça te fait gagner du temps? Alors, ça te fait gagner du temps et de l'argent. Donc, ça, c'est clair. Donc Pascal adore faire de la surveillance technologique et il m'a envoyé cet outil qui est top. Et
sur YouTube. Donc, nous, on poste toutes nos vidéos sur YouTube, sur le canal sur lequel vous êtes. Et après, il y a cette possibilité de faire des shorts, donc des vidéos de 30 secondes, de 30 secondes jusqu'à 45 secondes, quelque chose comme ça. Et en fait, soit on met quelqu'un derrière l'ordinateur et qui va regarder la vidéo qui dure 1 heure et va choisir les meilleurs moments. Après, doit écrire le transcript et choisir un titre. Et là, l'avantage avec cet outil, donc, c'est que tu mets le lien de ta vidéo YouTube. Ça va processer la vidéo pendant, disons, maximum pour une vidéo d'1 heure, donc une dizaine de minutes max. Et après, ça va te faire 20 shorts en fait. Donc, ça va te créer 20 shorts en 10 minutes avec le transcript, avec un titre. Et ça va te mettre aussi les sous-titres sur la vidéo. Donc, tu peux choisir les couleurs, la police, la taille, etc. Et tout ça, voilà. Peut-être tu aurais fait 20 vidéos en étant courageux, peut-être disons quoi, allez, sur 2-3 jours. Et là, ça te prend 10 minutes, quoi. Voilà. Donc là, en l'espèce, donc c'est le montage vidéo qui est un aspect important de la. Alors, c'est une niche, hein, mais ça veut dire qu'un seul outil, et qui coûte rien, hein. Et qui coûte rien. Il coûte quasiment. Ouais. c'est ça qui est abusé. Ça coûte quelques centimes. En fait, tu passes de 2-3 jours à 10-15 minutes. Et en plus, la qualité augmente parce que comme ça te prend moins de temps, tu vas pouvoir, il t'en génère 20, tu vas peut-être en retenir que 3, etc., etc. Et c'est souvent ce qu'on observe en fait avec la digitalisation. Donc l'IA et les agents IA, c'est juste la poursuite de la longue histoire de la digitalisation. C'est qu'il y a 2 choses qui se passent. En général, quand on digitalise un bien ou un service, son prix s'écroule. Ça veut dire il coûte. L'exemple le plus commun, c'est de comparer une lettre qu'on envoie par la poste ou bien un email. Ça coûte évidemment beaucoup moins cher d'envoyer un email. Je ne sais pas le coût d'un email, ça doit se calculer, l'électricité que ça utilise, etc. Mais ça doit être de l'ordre du pouillème de centimes. Tandis qu'une lettre, il faut un timbre, une enveloppe, imprimer une feuille. Enfin, il y en a quand même pour quelques francs. Donc, on voit que le prix, il devient très bas. Et puis, le digital, le monde digital, c'est une industrie beaucoup plus fluide. Ça veut dire que tu peux multiplier en fait cette chose pratiquement à l'infini sans problème aucun. Et ce qui se passe dans les entreprises, c'est qu'en fait, quand on amène des outils qui digitalisent, d'accord, ou qui utilisent l'IA pour faire encore plus de choses, c'est l'exemple que tu mentionnais avec l'édition des vidéos, tu économises un temps de dingue. Donc, tu passes de 2 jours. Donc, nous, concrètement, si ça te prenait à chaque fois 3 jours, comme on fait maintenant plusieurs vidéos par semaine, tu vas pas. Mettons qu'on fasse 2 vidéos par semaine. Si tu dois passer chaque fois 2 jours pour faire des shorts, on n'aurait pas fait de shorts. Non, mais en fait, c'est ça. On n'aurait pas fait de short. Hein. On n'aurait pas fait. C'est même ça t'ouvre le champ des possibles. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est pas que forcément tu le faisais avant, mais c'est que tu le faisais pas. Et je pense pour les boîtes, c'est des choses que tant au niveau du marketing ou business dev ou sur certaines tâches, ça va te permettre de développer tes choses. Parce que, comme tu dis, on n'a pas forcément le temps. Et puis après, tu as le ROI, c'est le retour sur investissement sur un certain service. Donc, est-ce que tu as le temps de passer 3 jours et de mesurer si ça va te rapporter quelque chose? Donc, tu ne vas pas le faire. Et avec l'IA, tu vas pouvoir, si on traite vraiment l'innovation en matière d'expérience, d'expérimentation, tu vas pouvoir tester beaucoup plus de choses, quoi. Mais un autre exemple qu'on peut donner, c'est par exemple les A/B testing pour les sites Internet. Donc, c'est quelque chose que Google avait introduit. Marisa Meyer, qui était responsable produit chez Google, elle disait à Eric Schmidt, je suis enquiquiné parce que je ne sais pas comment faire pour designer notre produit. Si tu penses à Gmail, si tu penses à la barre de recherche Google, si tu penses à Google Sheet, etc. Donc, elle disait, voilà, on a des centaines de millions de clients, mais je ne sais pas s'il faut que le bouton il soit rond ou carré, etc., etc. Elle n'arrivait pas à prendre des décisions. Puis elle a dit, je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais ce que je sais faire, c'est mesurer si les gens utilisent plus cette version ou cette version. Et du coup, elle s'est concentrée, et ça explique une bonne partie du succès de Google, elle s'est concentrée sur le fait de proposer une version, proposer une autre version, et puis de regarder ce que les gens préféraient.
Donc, c'est une manière de designer des produits qui est différente. Hein. Vraiment, on fait des essais. Alors, ça marche quand on a beaucoup de clients, bien entendu. Google, tout le monde n'est pas Google, mais quand tu as 100 millions, 1 milliard de clients, tu peux faire des choses comme ça. Et ça, en anglais, ça s'appelle A/B testing. Donc, la version A, la version B, et tu fais des essais. Et maintenant, tu as des agents IA, en fait, qui prennent ton site Internet et puis qui font des tests A/B automatiques. Donc, ils sont tout le temps en train de te l'améliorer. C'est une chose qu'un humain ne peut pas faire. C'est-à-dire que c'est beaucoup trop contraignant, ça prend beaucoup trop de temps. Et ce qu'il faut voir avec ces IA et cette digitalisation, c'est qu'on peut gagner du temps, on peut faire des choses en plus, mais on peut surtout faire les choses beaucoup mieux. Parce qu'il y a peu d'entreprises qui, en tout cas de mon expérience, qui vont développer une première refonte du site Internet, ensuite une première version A, une A', une B, une B', une AB, une CD, etc. On devient zinzin, personne supporte ça. C'est beaucoup trop de travail. Donc, au bout d'un moment, en général, comment ça se passe? Il y a quelqu'un qui entre dans la pièce puis qui dit, bon, on va faire ça, ça me plaît. Bon, cool. Au moins, ça fait plaisir à une personne, mais ça ne veut pas dire que c'est efficient du point de vue de la clientèle. Peut-être qu'en fait, les clients s'en fichent puis que c'était pas du tout la bonne avenue. Mais bon, il faut trancher. Donc, on fait comme ça. Mais avec un agent IA, en fait, on peut avoir cette amélioration continue à un coût quasi nul. Et ça permet vraiment de maximiser en fait les résultats. Un site qui le fait tout le temps, c'est Amazon, mais ça maintenant ils sont en train de l'optimiser comme des dingues. Et ce que ça veut dire pour le site Amazon, qui est quand même probablement un des sites qui drive le plus de business au monde, ils vont passer d'une équipe de quelques centaines de gens à même pas 10. Il restera que les gens très très forts qui vont dire oui, non, mais c'est bien ça, on confirme, oui, oui, on part sur cette. Mais de plus en plus, le raffinement de ces sites Internet, en fait, il va se faire de manière quasi automatique. Donc, c'est vraiment une période qui est très excitante. Et ce qu'il faut bien voir pour les entreprises, c'est que les gains d'efficacité, il y a un côté bonnard parce qu'en fait, on a un peu plus de profit à la fin de l'année. Mais ce qu'il faut voir, c'est que de ne pas le faire, c'est ne pas entrer dans cette course à l'échalote qui consiste à s'améliorer de manière récurrente. Et ça, l'esprit humain, il résiste parce que moi qui ai fait des refontes de sites Internet, par exemple, dans plusieurs entreprises assez grandes, c'est la croix et la bannière. Au bout d'un moment, on est là, on dit non, mais maintenant, c'est bon, vous publiez, on n'en peut plus. Ça fait 6 mois qu'on est sur le projet, il faut que ça sorte. Hein, il y a ce truc très humain. Mais si tu as un agent IA qui te le raffine en continu, ben c'est OK. Tu vois, émotionnellement, c'est supportable. Je trouve intéressant ce que tu dis. Donc, vraiment, si on décortique un peu ces agents IA et puis leurs avantages, c'est aussi dans la prise de décision. Pourquoi? Parce que ça va pouvoir te générer beaucoup de data, beaucoup plus de data qu'en temps normal tu aurais. Et d'ensuite, après, de dire, bah voilà, on utilise l'IA pour générer ces data. Et ensuite, moi, en tant qu'individu, je sais interpréter les données C'est et ça. je peux prendre une décision, en fait. C'est ça. Et ça pourrait être, on pourrait imaginer que si on va plus loin, que chaque employé ait son agent IA et qu'il aide justement à prendre des décisions, que ce soit au marketing, dans la vente, etc. Exactement. Alors, il y a des agents IA qui peuvent être attachés à une personne, il y a des agents IA qui peuvent aider pour une fonction, il y a des agents IA qui peuvent simplement faire gagner du temps. Par exemple, si ton travail, c'est de faire des interviews de gens, tu es au RH, mettons, puis tu fais des interviews, donc je ne sais pas, quelqu'un qui fait ça à journée faite dans une grande entreprise, il fait peut-être, je ne sais pas, 5 entretiens par jour. Ben, aujourd'hui, tu peux très facilement faire un agent IA en fait qui prend des notes de tout ce qui s'est dit. Et puis, donc, tu vas stocker la voix, le MP3. Donc, tu auras l'entretien qui a été enregistré. Tu auras des notes, ça va être transcrit en texte. Et puis, ton agent IA, il va te faire une synthèse. Et puis après, il peut te remplir le dossier de la personne potentiellement à recruter. Nom, prénom, nanani, nanana, date de naissance, etc. Tout ça, en fait, si c'est dit pendant l'entretien, c'est complété dans le dossier. Donc, tu économises des heures. Donc, ça, c'est typiquement le genre d'agents qui font gagner du temps au quotidien et tout le monde trouve ça très agréable. C'est toujours la première étape. Mais si tu imagines maintenant que tu es une entreprise qui fait du recrutement pour d'autres entreprises, hein, des agences de placement,
Imaginons qu'aujourd'hui, c'est un processus qui est basé sur ce que toi, comme employé, tu vas pouvoir te souvenir dans les CV. Donc, tu vas avoir une base de données, tu vas taper des mots-clés, je ne sais pas, infirmier, blablabla, tu auras quelques mots-clés, d'accord? Mais un agent IA, il peut faire une recherche un peu plus fine, en fait, parce qu'il peut faire la recherche dans ta base de données, dans des bases de données en ligne, il peut aller sur LinkedIn, il peut regarder ça en temps réel, et puis il peut faire un pré-tri sur voilà les candidats potentiellement intéressants, et puis ben, là, il y a un candidat qui n'a pas tout à fait le profil que tu avais évoqué, mais qui pourrait faire l'affaire. Pourquoi je mentionne ça? Parce que quand tu engages des gens, c'est quelque chose que j'ai fait souvent, tu dois écrire une annonce. Donc, en fait, tu écris une annonce, voilà, on cherche quelqu'un qui est tel parcours, telle expérience, etc. Puis souvent, c'est la grande blague, c'est que les gens disent, tu cherches le mouton à 5 pattes. Parce que, je sais pas, tu veux quelqu'un qui ait 30 ans d'expérience, mais même pas la trentaine. Tu vois, il y a toutes ces blagues sur les moutons à 5 pattes qui devraient avoir fait des choses incroyables. Et c'est pas si facile, en fait, que d'écrire une annonce pour un poste. Parce que tu dois, comme tu as un nombre de mots limité, en fait, tu dois faire des choix. Mais si tu peux commencer à dialoguer avec une IA, ça veut dire que tu peux raffiner, mettre en adéquation un candidat qui aurait un parcours un petit peu atypique, mais qui pourrait être fit pour le job, avec un job que tu, au départ, imaginais comme ceci, mais qui pourrait être comme cela. D'accord? Donc, on est dans un truc beaucoup plus fin. Et en fait, ce que souvent ces processus de digitalisation mettent en place, c'est que ça renforce le rôle de l'humain. Mais là où l'humain est irremplaçable. Typiquement pour une agence de recrutement, s'il faut faire des interviews de gens, alors là, je ne crois pas du tout au fait que tu vas parler à une IA. Tu vois? Oui, bonjour, je m'appelle Younes. Non, j'aurais voulu être astronaute. J'ai travaillé dans la banque. Tu vois? Ça, je ne crois pas. C'est-à-dire, il y a des tas d'endroits où remplacer l'humain, en fait, ça n'a aucun sens. Les humains, ils le font beaucoup mieux. Et typiquement pour les entretiens, 1000 fois mieux de laisser les gens le faire. Mais pour tout ce qui est de la prise de notes, de remplir les dossiers, d'aller faire des recherches dans des bases de données ou en temps réel sur LinkedIn, le fait d'aller sur LinkedIn, même si tu as un compte professionnel qui coûte 4 bras, le fait d'aller chercher des candidats, ça prend un temps de fou. D'accord? Tu pourrais très bien avoir un agent IA qui va sans arrêt regarder des profils. Tu lui dis, moi, il faut regarder des mecs ou des nanas qui sont bons dans le quantum computing. Bon, ben, ça peut scanner un réseau social comme X et voir qui c'est qui poste des choses intéressantes sur le domaine qui t'intéresse. Et du coup, ça augmente énormément ta base de candidats parce que ce que fait bien un agent IA, c'est de regarder 10 000 choses en parallèle. C'est exactement la même chose pour la radiologie. En fait, un agent IA qui va essayer de déterminer si c'est une tumeur ou pas, il se sera entraîné sur des dizaines de millions de photos. Je ne sais pas combien de scanners un radiologue aura vu, mais l'immense avantage du radiologue, c'est qu'il va pouvoir voir le malade, pouvoir discuter avec lui, s'intéresser à la clinique, lui parler. Donc, en fait, son rôle vis-à-vis du malade, le rôle du radiologue vis-à-vis de la malade, il va très certainement augmenter. Mais toute la partie, savoir si c'est un bug du scanner ou pas, là, je pense que de se faire assister par un agent IA, c'est une fort bonne idée. De ce que tu me dis, ça nécessite donc une maîtrise à 100%, une compréhension à 100% de son business et son business model parce que Ouais. il y a la proposition de valeur qui va changer. On est en train de bouger le curseur et que si on ne comprend pas justement comment le business fonctionne, on peut se dire, bah non, moi, je ne veux pas tout automatiser parce que je ne sais pas où je vais pouvoir continuer à créer de la valeur. Et c'est là qu'il n'y a pas justement l'aspect que technique. Ce qui me fait rire, c'est que tu m'expliquais que c'est très simple, que c'est simple de créer un agent IA. Et j'en discutais avec un autre ami, un ingénieur, qui me disait, ouais, c'est simple et tout. C'est simple pour vous, mais je pense pour le commun des mortels, c'est pas simple. Regardez encore sur ChatGPT et je lui dis, est-ce que, voilà, le niveau de difficulté.
et il m'a recommandé de ne pas le faire tout seul. Tu vois? Donc, je pourrais le tester. À ne pas essayer à la maison. Voilà, ne pas essayer à la maison. Enfin, peut-être à essayer à la maison pour s'amuser ou autre. Mais après, quand c'est des choses sérieuses, tu as quand même l'aspect cybersécurité, tu as quand même l'aspect erreur et tout. Et surtout, compréhension du business. C'est pas juste, OK, on va créer un agent IA. Il faut avoir cette vision holistique du business et savoir qu'est-ce que j'automatise et où je vais déplacer le curseur dans la proposition de valeur. Disons, il y a ça, mais surtout, il faut combiner le court terme et le long terme, parce qu'à court terme, ce qu'on veut, c'est économiser des sous, gagner en efficacité, rendre les employés plus heureux. C'est jamais une mauvaise idée, hein, ça, en général, dans un business, quand on peut. Tu donnes des meilleurs stylos, c'est comme de distribuer des super stylos à tout le monde. Donc, les gens sont contents, ça fait bonne ambiance. Discuter sur un plan qui est un petit peu plus ambitieux, choisir dans quel ordre on va faire quel projet, parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Il faut comprendre des aspects humains sur le personnel, il faut sur la motivation, il faut comprendre des aspects financiers qui sont super importants. Il faut prendre en compte l'aspect risque, donc la cybersécurité c'en est un, mais il y en a d'autres, c'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser en fait un processus informatique te piquer te manger la laine sur le dos. Suivant ce que tu fais, en fait, tu peux, sans faire exprès, fabriquer en concurrence. Très mauvaise idée. Donc, il faut vraiment bien réfléchir à ça. Il y a beaucoup d'aspects stratégiques derrière. Et je dirais, moi, vraiment, je l'aborde toujours comme ça. Why, how, what. On commence par la chose la plus pragmatique et la plus simple, c'est qu'est-ce qu'on fait et on devient plus efficace. Ensuite, on améliore le comment. Comment est-ce qu'on procède pour être compétitif? Et puis ensuite, on peut s'attaquer à des innovations de rupture. Mais ça, c'est à plus long terme, ça prend plus de temps. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur aujourd'hui d'innover dans ce sens-là. Parce que, un, ça fait économiser du pognon et ça, c'est toujours une bonne nouvelle. Et puis, deux, il y a un risque qui est bien plus grand si on est dans le tertiaire de ne rien tenter. D'accord? Quand on fait une transformation digitale, il faut que ce soit un peu fluide, un petit peu agile. On essaie quelque chose, on apprend, on ajuste, on affine. C'est vraiment un processus itératif. Mais il faut bien. Donc, il y a toujours un risque, en fait, à changer quelque chose. Mais je pense que maintenant, l'environnement, il change à une telle vitesse que la posture qui est de dire ouais, cool, on est bien, ça va bien se passer. Il faut pas avoir trop confiance là-dedans. Il y a des entreprises qui ont déjà fait faillite rapidement à cause de l'IA. Donc, et des entreprises tech. Puis elles se font faire l'extérieur. Ça commence à aller vite. Je pense qu'on n'est que au début. Hein. C'est pas du tout qu'on arrive à un plateau dans l'utilisation des systèmes digitaux et de l'intelligence artificielle. Ça commence à accélérer, ça commence à avoir un vrai impact sur le vrai business et les vrais emplois. Donc, il faut prendre ça très, très au sérieux. Et moi, je te dis, en général, les gens, si tu peux trouver quelque chose qui les rend plus efficaces, tout le monde est content, le patron est content, il a plus de sous, les employés sont contents, ils ont des meilleurs outils, et ça libère du temps pour faire des choses un peu plus ambitieuses. Ce qui ne fonctionne pas du tout, c'est de dire, bon les gars, vous avez votre boulot que vous faisiez pendant 8 heures par jour, par-dessus, on va rajouter un nouveau projet et un nouveau projet et un nouveau projet. Si tu fais ça, les gens te disent, bon, ben, vous êtes bien gentil, mais il faut engager 10 personnes. Là, le patron dit, oh, ben, on n'a pas les sous. Puis il n'y a rien qui se passe. Donc, commencer par gagner en efficacité, c'est vraiment une des clés, en fait. Et ça donne confiance, ça permet d'apprivoiser ses outils. Et je pense vraiment, comme tu dis, c'est aussi le fait de réinventer son business et son business model, mais c'est aussi de construire l'entreprise du futur. Hein, ça paraît un peu bateau, mais c'est pour éviter de se faire larguer et puis de mettre la clé sous la porte. Et ça me fait penser à une citation bon, il est décédé maintenant, mais l'ancien CEO de General Electric qui disait si le rythme de changement à l'extérieur de l'entreprise est plus rapide que celui à l'intérieur, la fin est proche. Et là, on est vraiment sur des changements qui vont à fond. Et ce qui est intéressant, c'est que tu as de plus en plus de boîtes. Et moi, je te parlais de cet ami qui bosse dans une assurance qui existe depuis de nombreuses années et ils sont en train de le faire. Donc, celui qui ne veut pas le faire ou qui ne le prend pas en considération sérieusement, il va être out, quoi. Ouais. Et puis, alors, un autre point, c'est qu'il faut
identifier le besoin impérieux de s'y mettre. Mais après, il faut être bon. Parce que si tu penses par exemple aux journaux, les journaux papier qui ont bien identifié ce besoin, bah, c'est une mue qui est difficile. Hein. C'est pas, c'est pas si évident que ça. Et il y a des fois, pour être un peu cru, où ça foire, mais dans les grandes longueurs. Donc, c'est pas une entreprise qui est nécessairement couronnée de succès. Ce qu'on peut prédire alors avec certitude, c'est que si on ne tente rien, alors là, c'est cuit et c'est cuit plus vite. Ça c'est certain. Et c'est pour ça, encore une fois, commencer par faire des gains d'efficacité, en fait, ça permet de mettre la machine en route. Shooter trop loin tout de suite, c'est des fois délicat. Et tu parlais justement des journaux et juste avant les élections, il y avait les journalistes, je crois, du New York Times qui protestaient, ils faisaient une manif, enfin, ils voulaient faire une grève, ou ils ont fait une grève, et tu avais le fondateur de, je sais plus quelle boîte, je crois que c'était Perplexity ou je sais plus quoi, qui Ouais. disait, bah, nous, on peut remplacer vos journalistes, on peut faire le taf. Bon, il s'est pris un retour de bâton qui a mal passé parce que au niveau sociétal, ça la fout mal, mais ça veut dire que techniquement, c'est faisable. Oui, alors ce que tu peux faire avec une IA, c'est remplacer les pigistes, c'est-à-dire quelqu'un qui prend une news de l'AFP puis qui en fait un truc de 4 lignes. Bon, ben voilà, ça c'est sûr que c'est C'est sûr. Perplexity qui va le faire. Voilà. Euh, L'esprit critique d'un journaliste qui va aller faire des interviews, qui va aller au fond des choses, qui va vérifier si les faits sont avérés ou pas, qui va les contextualiser, ça peut être assisté par l'IA, mais ça, je pense que c'est vraiment un métier extraordinaire qui est le métier de journaliste. Simplement, peut-être que les journalistes seront plus hébergés dans des grandes structures qu'on appelle des journaux, mais qui seront des boîtes beaucoup plus petites. Ça, c'est un autre truc qu'on voit avec la digitalisation, c'est qu'en fait, pour avoir du succès, on a moins nécessairement ou moins souvent besoin en fait d'armées de gens avec 1000 employés ou que sais-je. Donc en fait, les boîtes plus petites, elles en bénéficient plus parce elles sont en capacité d'acquérir ces technologies. C'est pas très cher, c'est assez facile à utiliser. Et du coup, c'est un peu pour les très grandes entreprises un danger parce que il est tout à fait possible et même à mon avis assez probable que leur taille, ça devienne un inconvénient. Parce qu'évidemment, quand une entreprise devient très très grande, ben, elle innove moins, c'est plus compliqué, elle a un business à défendre, il y a des processus, tu peux pas faire autrement. Donc c'est pas forcément dans les grandes entreprises que tu vois le plus, mais typiquement il y a des grandes banques qui sont très discrets, mais ils ont énormément de projets, ils mettent beaucoup de sous pour le faire et ils ont bien entendu raison. Ça simplement ils l'exposent pas au niveau du client, mais ils sont très très actifs. Et justement, tu parles de ces grandes boîtes et c'est vrai que bah, nous, de notre part de réseau, on a la chance de discuter souvent avec des dirigeants de boîtes ou Mhm. des personnes du Big Four, donc EY et PwC, et eux, ils investissent massivement dans tout ce qui est IA. Donc, Mhm. enfin, moi, j'aimerais vraiment donner ce conseil, donc, on va dire aux employés qui sont pas forcément les décisionnaires, adoptez-le, quoi. Parce qu'à un moment Mhm. donné, en Suisse, c'est très facile de licencier et que les boîtes, pour garder leur compétitivité, ben, elles vont l'adopter, ça c'est sûr. Et ceux qui veulent pas l'adopter, ben, on sait où ils vont finir. Et que ça soit même dans des industries ou même dans des pays où c'est plus difficile de licencier. Par exemple, je pense à la France, on voit en 2024, il y a eu 25 000 suppressions d'emplois. Et ça, on parle du domaine de l'automobile, de la chimie. Donc, les choses, elles changent. Et si vous n'avez pas le bon mindset, si vous acceptez pas le changement, tôt ou tard, vous allez vous retrouver sur le carreau, bon gré, mal gré, quoi. Mhm. Alors c'est sûr, hein, alors 2 conseils pour les auditeurs. Un, prendre un abonnement à ChatGPT et puis un abonnement premium à YouTube pour avoir accès à toutes les informations, les cours, etc. Imaginables. Ces 2 abonnements-là, donc ChatGPT et YouTube, c'est pas que ça vous met à l'abri, mais ça vous permet de sentir comment vous pouvez contribuer à améliorer les performances d'une entreprise. Et en plus, c'est rigolo, c'est bonheur à faire, donc ça ne gâche rien.
Juste un bémol, il faut quand même faire attention si on travaille dans la santé, dans une assurance, dans une banque, enfin bref, un secteur qui est régulé. Il ne faut pas non plus faire le cow-boy, hein, parce que il faut faire un tout petit peu attention au type de données qu'on met dans un système comme celui-ci et à l'usage qu'on en fait. À titre privé, vous avez le droit de faire ce que vous voulez, mais si c'est dans le cadre de votre emploi, faites vraiment attention aux données, parce que ça peut aussi un peu précipiter votre chute si d'aventure vous étiez trop aventureux. Donc je pense que je recommande quand même la prudence. Ça dépend vraiment des domaines, hein. Mais tu peux l'avoir sur tes propres serveurs, non? Pour tout ce qui est Oui, privacy, RGPD et tout. ouais. Alors Techniquement, comment ça se passe? ouais. Alors il y a plein de nuances différentes. En fait, ça dépend. C'est vraiment toute une analyse à faire. En fait, quand on est à cette première étape où on fait des gains d'efficacité, en fait, on regarde réellement quelles sont les données. Ce n'est pas un outil universel pour tout. Ça va être, par exemple, pour transcrire un dialogue en texte. Imaginons cette chose-là. Donc là, tu peux choisir l'outil qui est le plus adapté, le mettre en place, le mettre en place dans un cadre qui est complètement contrôlé. Ce qui se passe avec l'IA, c'est qu'en fait, comme c'est un outil qui est horizontal, si tu distribues des agents IA à tous les employés, ils vont mettre toutes les données qui leur passent sous la main dedans. Donc, ça dépend vraiment des cas. Et en fait, quand on en fait un outil qui est très pointu, c'est beaucoup plus facile à gérer. Mais il n'y a pas de problème avec la RGPD. Il faut simplement analyser l'usage qu'on en fait. Souvent, c'est une question d'information vis-à-vis du client final. C'est pas qu'on a le droit ou pas le droit. On est simplement tenu d'informer le client final, donc il faut le faire. Et puis, Ça me fait rire parce que ça me fait penser à quelque chose. Quand vas-y. je bossais en banque, et puis Uh-huh. tu sais, le niveau d'anglais en Suisse romande, il est pas dingue. OK. Et puis on avait reçu un email de la direction qui disait quand vous utilisez les traducteurs de langue, ne mettez pas les noms des clients dedans Bah oui. lorsque vous devez traduire. Bah, c'est clair. Mais si tu veux, ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, l'avènement d'une nouvelle technologie, c'est jamais un risque qui est zéro. Et ce qu'il faut mesurer, c'est si on ne fait rien, quel est le risque? Si on y va comme des cow-boys, quel est le risque? Puis le bon truc, il est souvent un peu au milieu. D'accord? Donc, il y a un enseignement, un coaching à fournir aux employés. Il faut simplement leur expliquer en fait ce qui se passe derrière, les motiver à défendre les intérêts de la banque si c'est une banque. Mais bien sûr, si tu envoies tous les noms des clients d'une banque dans DeepL, je veux dire, il y en a qui doivent bien se marier, mais je suis sûr que ça arrive. Hein. Tu peux donner tous les guidelines que tu veux, de temps en temps, ça se passe. Je pense que là, vraiment, c'est vraiment l'opportunité aussi de ramener du sens, en fait, dans l'action d'une entreprise. Parce qu'une chose qui marche plus aujourd'hui, il y avait une étude de EY, justement, qui disait qu'en gros, 3/4 des gens employés d'une entreprise, ils savent très bien qu'ils sont à risque avec l'IA dans le tertiaire. Hein. Les gens ne sont pas bêtes, hein. Ils savent. Euh, et il y a que les patrons pour croire qu'en fait, ils n'ont pas compris puis qu'ils ne sentent pas le vent du boulet. Donc, je pense que les gens ont bien compris qu'en fait, c'était une révolution. Et il y a comme ça cette espèce de sagesse des foules ou des masses. Les gens le comprennent. Donc, de ne pas se saisir du sujet en tant que direction d'une entreprise, je pense que c'est très dangereux parce que ça envoie le message soit qu'on n'a pas compris, donc on va se faire l'extérieur, soit qu'en fait on a compris mais qu'on n'en parle pas aux gens avec qui on travaille, ce qui est pas très élégant. Ça manque un peu de galanterie, on dira. Ah, Donc je c'est un pense red que flag. ouais, C'est intelligent ce que tu dis. c'est un red flag. Si ta boîte, c'est vrai parce que les dirigeants d'entreprise, ils sont pas bêtes. Hein. Donc, Ah bah non. si on n'entend pas parler, c'est que ils sont peut-être en train de déjà remplacer votre. C'est vrai, c'est soit c'est red flag parce que genre waouh, ça connecte plus, soit en fait c'est un red flag parce qu'en fait il y a un plan mais c'est juste qu'on m'en a pas parlé, tu vois. Et du coup, je pense il faut pas, Ça, il c'est un faut. super bon tip. Ça, c'est un super bon insight. Je te remercie, Mais oui, Pascal. les gens sont pas bêtes, hein, ils ont très bien compris ce qui se passait. Et ce que les études montrent, c'est que les gens, ils utilisent ces outils de toute manière. Tu peux donner tous les guidelines que tu veux, menacer Ouais. de. Ils le font parce que c'est trop bonnard, ça permet de gagner trop de temps. Donc, ce qu'il faut, c'est cadrer cet effort et puis aider à. C'est aussi l'occasion, du point de vue de la story de l'entreprise, c'est de refocaliser les gens sur c'est quoi notre mission ensemble, qu'est-ce qu'on fait
quel est le bénéfice qu'on apporte au client, comment est-ce qu'on crée de la valeur, pourquoi c'est si important, et d'en remettre une couche là-dessus, ce qui motive les gens. En fait, les gens, ils sont très contents de faire du bon boulot. Mais Toujours. ce qui est intéressant, c'est que c'est là où on va parler d'OpenAI, enfin rapidos, mais Mhm. que eux, ils ont facilité justement cette adoption de l'IA en lançant ChatGPT, quoi. Parce que Ouais. ils sont très bons en B2C, donc directement aux consommateurs. Et le fait de nous le mettre dans les mains, et je pense que en Europe, j'imagine peut-être 60, entre 60 et 80% des personnes ont déjà utilisé l'outil. Donc Ah, maintenant, je pense que c'est moi. moins, tu penses? Ouais, ouais. À voir, on verra. Mais disons, voilà, une bonne partie de gens qui bossent dans des boîtes du secteur tertiaire, on peut Ah imaginer oui, ouais. les ont déjà bien testé, bien utilisé, Mhm. que même que la boîte, elle t'interdit d'utiliser, bah, tu vas le faire, quoi. Moi, je t'expliquais, mon ami qui est électricien et qui est devenu chef de groupe, eh ben, Hein. il l'utilise pour faire ses rapports, pour faire ses Ouais. trucs, et qu'au final, tu auras un petit peu moins de friction par rapport en tout cas à l'utilisation. Maintenant, c'est comment faire passer la pilule et de ne pas faire peur aux gens, comme quoi vous allez être remplacé par un agent. Ça, c'est, je pense, le plus gros challenge. Ouais, mais si tu veux, c'est de vraiment décortiquer en fait ce qui peut être automatisé. En général, ce sont des tâches qui sont un peu enquiquinantes et de valoriser après ou de survaloriser en fait ce qu'un collaborateur peut amener comme création de valeur. Que, imagine que tu fais des entretiens pour recruter des candidats. Si tu fais, mettons, soyons concrets, 4 entretiens en une journée, puis que tu en as pour 1 heure de taper les notes, de remplir des dossiers, etc. Donc, ça t'occupe pendant 8 heures par jour. Mais 4 entretiens, plus 4 heures de prise de notes et de remplissage de dossiers, mais t'es raide, quoi. T'es fatigué. Si maintenant, tu continues à faire 4 entretiens, mais que tu économises ces 4 heures qui consistent à remplir le dossier, puis que tu transformes ça en 4 minutes, tout d'un coup, tu récupères ton ancrage, du souffle, de la motivation. Et admettons que tu passes même pas à 5 entretiens par jour, mais que tu sois un peu plus fin dans ton appréciation du candidat parce que tu as moins à faire à côté, que tu es un peu plus en forme, tu vas faire un meilleur boulot. D'accord? La réalité, c'est que personne aime faire du mauvais travail. C'est pas vrai. Les gens sont fatigués, ils ont des ennuis, ils ont trop à faire, ils sont débordés, etc., etc. Mais les gens, si tu leur fournis des outils qui peuvent faire un excellent boulot, ils adorent ça, ils ont plus de plaisir. D'accord? C'est pas vrai que les gens souhaitent rien faire. Et le gros problème, en tout cas, dans ma clientèle, les gens qui s'occupaient pas de l'IA, un truc qu'on pourrait dire, c'est si tu t'occupes pas de l'IA comme chef d'entreprise, c'est l'IA qui va s'occuper de toi. Et en fait, souvent, ça vient des employés parce que, en fait, eux, ils utilisent ces outils sans que tu le saches. Mm. C'est juste que les gains de productivité, ils sont pas au bénéfice de l'entreprise, mais d'autres choses. Puis ça introduit une espèce de double discours dans la boîte parce que les gens, ils sont pas teubés, ils voient bien qu'ils font leur boulot beaucoup plus vite. Mm. Donc, ils placent toute une série de trucs pour essayer de faire croire que, tu vois, tout ce truc de je gère pas les gens en fonction du temps qui passe, mais je regarde que les objectifs. Si c'est un domaine où l'IA, elle va tout disrupter puis que tu peux économiser 4 heures par jour, eh ben les 4 heures, tu les as dans le baba. Hein. Et moi, si j'étais employé d'une entreprise qui loupe le virage, je me dirais, waouh, ben, je vais utiliser ces 4 heures ou mettre à profit ces 4 heures pour me faire un plan B. C'est ça le risque. C'est que dans une entreprise, les éléments les plus dynamiques et les plus inventifs, ils vont partir. Et tu as surtout aussi la nouvelle génération qui arrive. Donc, Mhm. imaginons, on parlait des universitaires la semaine passée, l'UNIGE Mhm. qui voulait réguler un peu plus l'IA, l'utilisation de l'IA, et bah, les étudiants, ils utilisent tout ça. Mais Donc, évidemment. eux, une fois qu'ils arrivent dans une boîte, si elle n'a pas la page au niveau tech, ils vont pas y aller, c'est sûr. Ils vont pas se taper la saisie de factures ou des rapports ou prise de notes, comme tu le dis, ou Ouais, analyse de données pendant 8 heures alors qu'ils ouais, peuvent le faire en 3 ouais. minutes. C'est ça. Et puis, les gens comprennent bien que tout d'un coup, on peut avoir un cas particulier, qu'il faut faire une prise de notes à la main. Personne râle la contre. Mais ce qui compte, c'est de créer un mouvement à l'intérieur d'une entreprise ou d'une institution où, en fait, on met
à profit, on fait travailler la technologie comme un outil au bénéfice des employés, des actionnaires, des clients, de la qualité du service. Si on met en place un cercle vertueux de ce type-là, alors tout le monde est gagnant. Il y a personne qui perd. C'est pas vrai. Mais je pense le mojo, c'est si tu t'occupes pas de l'IA, c'est l'IA qui va s'occuper de toi. Ça, je pense que c'est assez vrai. Top. Bon, on va finir là-dessus, Pascal. Je te Cool. remercie. En tout cas, toujours un plaisir. Et puis, il faut s'y mettre. Merci à toi, Younes. Bonne journée. Bonne journée. Ciao, ciao.